Carole Desbarat a dirigé les études à la FEMIS de 1996 à 2009 avant de créer le pôle communication et diffusion des savoirs à l'École normale supérieure rue d'Ulm. Elle anime également le groupe de réflexion des enfants de cinéma, l'association chargée de la coordination nationale du dispositif École et Cinéma. Elle est également critique et historienne du cinéma, autrice de plusieurs essais sur Éric Rohmer, Jean-Luc Godard, Atom et Goyan, et collabore aux revues Esprit et Bling Blanc, la revue de films d'animation. Mercredi 12 avril 2023, Carole Desbarat présentait à la librairie Ombre Blanche son livre « Enfance de cinéma », paru chez Warm Éditions, une étude sur la manière dont la représentation de l'enfant a évolué depuis les débuts du cinéma jusqu'à nos jours, lors d'une rencontre en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse. Bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir à Ombre Blanche Carole Desbarat pour son livre « Enfance de cinéma ». Il se trouve que Carole et moi, on a travaillé un petit peu autour de l'enseignement du cinéma. Et donc, je pensais être familier de ton livre quand je l'ai lu il y a quelque temps, que j'allais retrouver des idées. Eh bien, le livre ne ressemblait pas à ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un livre sur l'enfance au cinéma et des études de cinéastes, par exemple Truffaut, par exemple Piala, par exemple Kiarostami. Et en fait, sur Piala, tu en parles, mais de l'enfance nue, et en note, tu dis « il a fait le garçu ». Sur Truffaut, tu parles des 400 coups, mais tu ne nommes pas du tout l'argent de poche. En revanche, sur les mistons, J'y vais. Tu y vas et tu fais faire un photogramme, tu fais tirer un photogramme, parce que tu ne l'as pas trouvé en photo de plateau, qui renvoie à ton texte. Kiarostami, tu en parles très rapidement. Alors, est-ce que cette façon, ma première question sera la suivante, est-ce que cette façon de ne pas rentrer dans la catégorie les cinéastes de l'enfance, c'était quelque chose qui était clair dès le départ pour toi? Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même dire une chose parce que je me mets à la place du public. Ils doivent être intrigués, quand même. On porte le même nom, on se tutoie alors que la moindre des politesses vis-à-vis du public, c'est de se vous voyez même quand on se connaît. Voilà. Nous avons vécu ensemble, nous avons un fils magnifique et 2 petits-fils à qui le livre est dédié, qui sont 2 loustiques redoutables, voilà, et qui peuvent peut-être m'avoir inspiré. Bon, pour répondre à ta question, mon envie d'écrire ce livre n'a pas été négative. C'était pas « je ne vais pas faire ça », c'était je vois pas comment je peux faire autrement que ce que je fais. Alors, c'est un petit peu comme je fais la cuisine, si vous voulez. Il y a des recettes, on sait, mais enfin, bon, on ouvre le frigo et puis on voit ce qu'on a. Ce qui veut dire que je préviens tout de suite, parce que j'ai fait plusieurs rencontres comme ça dans des librairies. Ça a été un grand bonheur de faire dans des belles librairies, pas n'importe quelle librairie quand même, des rencontres librairie-cinéma. Là, c'est librairie Cinémathèque, c'est encore mieux. Mais effectivement, je pense que chacun d'entre vous, vous avez des films sur l'enfance qui sont vos films de chevet. Ils ne sont peut-être pas dans ce livre. C'est même fort probable. J'ai cité 128, je crois, films. Et je sais très bien qu'à chaque fois, on me dit « mais et vous n'avez pas pensé à ?» C'est exactement comme quand vous faites une conférence sur les femmes et on vous dit « mais vous ne parlez pas de ce film-là ?» Non, voilà. Donc ça déjà, savoir que ça m'intéressera en revanche, si on en parle, que justement vous me donniez des idées parce que je n'ai pas fini de travailler sur le sujet. Pour répondre à la question, je pensais qu'il était important, peut-être parce que quand tu dis qu'on a un peu travaillé sur l'éducation au cinéma, c'est quand même un peu minoré ce que tu as fait. On a fait partie des gens qui ont créé les options cinéma en lycée en 84. Et on s'est posé des questions théoriques et des questions pratiques. Et on s'est dit, mais comment on fait pour rentrer dans le cadre de l'enseignement avec quelque chose qui est un objet de plaisir pour nous? Comment faire pour ne pas enlever ce plaisir à des jeunes, mais leur permettre au contraire de l'augmenter? Donc tout ce travail-là, moi je crois que c'est ce qui a présidé à ce livre.
En 94, avec une femme qui s'appelle Ginette Dissler, nous avons créé une association qui s'appelle Les Enfants de Cinéma. Les Enfants de Cinéma a imaginé quelque chose qui était un dispositif à la demande du CNC pour montrer des films aux enfants dans le cycle primaire. Comment on fait? Ce n'est pas évident. Comment on fait pour les organiser la rencontre? C'est ça l'idée. C'est faire que peut-être il se passe quelque chose dans un visionnement. Peut-être qu'en voyant Le Passager ou Où est la maison de mon ami, un enfant va se dire ah, c'est ça le cinéma, j'aime. Donc on a travaillé depuis 1994 à penser avec des professeurs des écoles, avec des exploitants de salles, comment il fallait faire pour que on puisse montrer aux enfants ce que le marché ne leur montre pas. L'éducation nationale et les exploitants d'art et essai sont là pour ça, les cinémathèques aussi. Et c'est au cours de toutes ces réflexions que je me disais, je voyais comment, souvent j'avais l'impression qu'il y avait une demande des exploitants, de certains enseignants, des parents, qui étaient sur des films, ouvrez les guillemets, plus faciles. Ce qui ne veut rien dire. Ça voulait dire juste plus habituel, moins compliqué. Et il me semble que dans l'enseignement, on a toujours fait ça, on a toujours montré des films high level, en haut, mais compréhensibles, mais accessibles. Et en fait, ce livre, il est né à partir de là. Il est né à partir de, mais c'est quoi montrer des films aux enfants? Et aussi, qu'est-ce que c'est un enfant devant un film? Parce qu'on apprend des choses. S'il y a des enseignants parmi vous, et si vous avez montré des films à des enfants, vous savez très bien qu'ils ont pu remarquer dans le coin gauche de l'écran un truc que vous n'avez absolument pas vu, alors que vous avez vu 20 fois le film. Et à côté de ça, ils peuvent ne pas avoir saisi quelque chose d'essentiel dans l'organisation du récit. Donc je ne suis pas partie sur des cinéastes. Même une des premières personnes à qui j'ai fait lire une ébauche, parce que je traîne ça depuis, on va dire, 95, 96, elle m'a dit, mais enfin, comment ça, tu ne parles pas de Spielberg? Et cette personne avait raison. Du coup, j'en ai beaucoup parlé. Donc, je n'étais pas partie sur des filmographies. Et c'est pour ça qu'effectivement, tu as raison. Piala est un immense cinéaste et je n'ai placé Le Garçu, et encore que dans une des dernières moutures avant de rendre le manuscrit, en note. Parce que quand j'ai revu... En fait, c'est au fur et à mesure que je voyais des films, que je voyais des expos, que je lisais des livres, que c'est un oignon, ce livre. C'est-à-dire que j'ai, au fur et à mesure, renforcé une idée de base qui était pourquoi, une question en fait, pourquoi est-ce que nous, adultes, ça nous intéresse tellement de voir des films dont les enfants sont des protagonistes? Qu'est-ce qui fait qu'on y va? Qu'est-ce qui fait que ça nous touche? Qu'est-ce qu'on recherche? Mais on en reparlera, j'imagine. Donc en fait, Le Garçu, je l'ai vu 1 an avant de rendre mon manuscrit, et puis je me suis dit quand même, peut-être que si Piala a été aussi dur dans L'enfance nue, peut-être qu'après, il a éprouvé tout à fait à la fin de sa vie l'envie de faire exactement le contraire et de faire un film plein de vie, à savoir celle de son fils, qui traverse l'écran comme un bolide de gauche à droite et de haut en bas sans arrêt, qui est un film qui est exactement l'inverse de L'enfance nue, et c'était intéressant. Mais voilà. Donc, je suis désolée, il n'y avait pas de méthode. C'était un peu un désordre. Oui. Il y avait une idée, mais pas de méthode. Oui. Encore que. Hein? J'attends. Il me semble que... c'est pas fini. Je vous préviens, ça va être un grand show. Il me semble que tu abordes un même objet sous plusieurs facettes. Alors j'en donne une preuve extérieure d'abord. C'est-à-dire qu'il y a des films que tu cites une première fois, et puis 40 pages plus loin, tu y reviens. Sans doute que le sujet est plus adapté. Mais ça ne me convainc pas tout à fait. Je crois que tu fais un montage. Et ce n'est pas un livre. Pour dire la vérité, ce livre n'est pas un livre. C'est un film. La méthode a consisté, mais elle ne le dira pas, donc je le dis. La méthode, il y en a une, a consisté à prélever sur le corps de films qui touchent profondément Carole pour telle ou telle raison,
des morceaux et non pas se les approprier, mais que la somme finale, qu'elle a organisée de la manière qui lui convient, fasse un objet qui est en rapport avec elle. Est-ce que je me trompe? C'est embêtant, c'est embêtant. Euh, Il y a de ça, mais je ne voudrais pas que ce soit ça, parce que si c'est un rapport avec moi, vous n'en avez rien à faire. Et oui, mais C'est ça le problème. Moi, j'ai essayé que ce soit... Bien sûr, ça partait de moi. Je me suis fait plaisir, ça c'est vrai. Je me suis dit, attends, j'ai autre chose à faire que de m'emmerder. Je vais travailler sur des films que j'aime et qui me touchent. Je ne vais pas passer des après-midi entières à la bibliothèque François Truffaut, parce que je ne vais pas tellement à la Bifi, mais c'est un peu loin de chez moi, à la bibliothèque de la Cinémathèque. Donc là, j'habite Paris. Je ne vais pas passer les après-midi entières sur des trucs qui m'agacent ou qui ne me plaisent pas ou qui ne me font pas vibrer. Autant aller sur ce que j'aime. Moi, je suis une élève de Jean Douché, et Jean Douché disait, la critique, ça doit être l'art d'aimer. Alors oui, mais j'espère que ça n'est pas que moi, parce que sinon, ça ne va rien apporter à ceux qui... En revanche, partir de soi pour essayer d'ouvrir, oui, bien sûr, évidemment. Alors, ce que tu décris, c'est assez vrai. J'ai été très touchée il y a une semaine, 10 jours. J'ai lu dans Le Monde un entretien d'un écrivain qui, pour moi, je le place très très haut, c'est Georges Didier Huberman, qui racontait sa façon de travailler. Et on lui posait la question, comment vous faites? Il dit, ben voilà, j'accumule des centaines, des milliers de fiches. Et ensuite, je fais des petits tas. Et une fois que j'ai fait des petits tas, la structure du livre est là. Ce qui est exactement ce qu'on fait sur un scénario. Sur un scénario, on a beaucoup de séquences, et puis on les déplace. C'est pour ça que les scénaristes travaillent avec des post-it au mur, parce que c'est facile de déplacer. Et c'est vrai que j'ai travaillé comme ça. Et qu'effectivement, comme je ne cherchais pas à épuiser un film, on peut faire un livre sur un film. Ça m'est arrivé. J'ai fait un livre sur Ponine à la plage. Je ne prétends pas l'avoir épuisé, mais j'en ai parlé, quoi. J'en ai un peu parlé. Là, c'était autre chose. C'était les mistons, ça va me servir, les 400 coups, ça va me servir à tel moment. Et puis, comme j'avançais un peu comme le facteur cheval, j'ai ah oui, mais là, quand même, les 400 coups, ça va me permettre d'expliquer quelque chose. Donc, effectivement, 40 pages plus tard, j'en reparle. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est un film? Non, parce qu'il n'y a pas d'image. Alors là, je pense qu'il y a des moments où il faut être rustique. Il faut dire les choses simplement. Mais en revanche, que l'organisation soit celle-là, celle du montage, oui, je crois. Mais le montage, c'est une opération hautement intellectuelle. C'est de la pensée, le montage. C'est vraiment pas de la technique. Donc, oui, je suis d'accord. C'est de la pensée et c'est aussi de l'émotion. Ah oui. Tu nous mènes... Il y a un suspense dans les chapitres. Moi, je m'attendais, en fonction des titres, à un raisonnement. Et ce n'est pas ça que vous trouverez. On va aller de film en film ou de facette de film en facette de film, puisqu'il y en a qui reviennent. Et il y aura une gradation que tu as organisée, toi, en tant que chef d'orchestre. On se dit, mais ça va être pire. Le film qui arrive, ça va être pire. Il y a des moments où c'est presque angoissant, où c'est que tu vas nous mener, dans quel labyrinthe de cinéma tu nous mènes. Par exemple, alors il y a des moments où c'est... Et puis tu nous pièges, parce qu'au début, je donne des exemples. Au début, c'est l'émerveillement, l'enfance et l'émerveillement. Donc ça commence bien, et le suspense est positif. Quoique, tu nous conduis de la capacité d'émerveillement à trop d'émerveillement, et là, on dégringole. Mais le chapitre, ou la partie sur le suicide des enfants, les paliers, ce n'est pas une typologie, ce n'est pas un catalogue, c'est un escalier. En fait, là, j'aimerais rendre hommage à mon éditeur. J'ai un éditeur qui est tout petit, mais qui va devenir très grand, j'en suis sûre. C'est des gens absolument formidables. Ils sont deux, Willy Durand et Armel Pin. Ils font aussi autre chose, la magnifique revue Bling Blanc que vous trouverez qui est la seule revue européenne sur l'animation, qui écrit avec des textes d'une ambition, l'ambition des cahiers du cinéma ou d'esprit ou de ce que vous voudrez.
Et c'est des gens qui font de l'artisanat. Ils font quelques livres, ils n'en font pas énormément, et ils suivent tout. Et c'est vrai qu'il y a quand même un plan dans ce livre. Et quand je leur ai fait lire le livre, ils ont été tout de suite, mais vraiment à fond dedans. Et je leur ai dit, mais je suis gênée parce qu'il y a quelque chose qui ne me va pas. Je ne suis pas sûre de moi. En fait, je commence par dire, disons les choses simplement, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est pas si simple, hein. Moi, il me faut pas mal de pages pour en parler. Et c'est pas un livre sur les enfants, donc je pouvais pas non plus y passer trop de temps. Mais qu'est-ce que c'est qu'un enfant dans l'art représenté, dans la peinture, dans la littérature, dans le théâtre, dans le cinéma? Et puis, dans le cinéma, les enfants, quelle est la typologie basique? Moi, je suis assez rustique, hein. Les filles, les garçons, les bébés d'abord, les garçons, les filles, les trans. Voilà. Une fois que j'ai placé tout ça, avec le secours de Winnicott, de Dolto et de tous ceux qui ont pu m'aider à comprendre comment on parle maintenant des enfants, et vous savez très bien qu'on ne parle pas des enfants maintenant comme on en parlait il y a 10 ans ou comme on en parlait il y a 70 ans. Quelqu'un qui a pu aider les gens de ma génération, c'est par exemple Françoise Dolto. Il y avait des gens qui s'arrêtaient dans la campagne quand ils étaient en voiture pour écouter Françoise Dolto entre midi et 2, qui disait des choses absolument révolutionnaires du style « le bébé est une personne ». Maintenant, aux plus jeunes ici, ça ne vous fait rien. Mais ça a été un choc total. Comment ça, c'est pas un roast beef? Comment ça pense? Comment ça comprend ce qu'on dit? Et ça, c'est une révolution. Mais on ne pense plus du tout les enfants aujourd'hui comme on les pensait, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, a fortiori, il y a 100 ans, à la naissance du cinéma. Donc d'ailleurs, il faudrait dire aussi qu'on ne les traite plus cinématographiquement aujourd'hui comme on les traitait avant. Il n'y a pas de progrès en art, mais il y a une évolution, ça c'est certain. Donc en fait, la question, c'est, une fois que j'avais ça, ce qui me posait problème, c'est que j'avais commencé par dire, on dénie aux enfants le fait d'être cruel. On dénie le rapport à la sexualité. On dénie le rapport à la mort. C'est-à-dire qu'on dit, mais non, mais les enfants, non. Mais ils ne savent pas, quoi. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que quelqu'un est mort, donc on va leur dire qu'il est parti, et puis c'est tout. Et puis la plupart des cinéastes sont dans ce déni. Et ils montrent des enfants pour lesquels le rapport à la sexualité est très lointain, très effacé, et en même temps, vous avez les grands cinéastes. Les cinéastes qui, eux, se disent « mais non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. » Il y a des enfants qui ont un rapport à la sexualité, bien évidemment, ne serait-ce que, par exemple, parce qu'il y a des pédophiles et qu'on la leur impose. Et vous savez, ça date pas de maintenant. Je veux dire, on a des films des années 50. Vous avez, dans Zéro de conduite, qui date des années 30, vous avez un professeur pédophile qui touche un enfant et l'enfant se révolte et le rejette. Donc, ça existe. Il y a quand même eu des cinéastes, et c'est ça qui a guidé mon choix des cinéastes. Ça n'a pas été l'idée de faire une évolution, mais c'est qui a été capable de complexité. Et donc, je m'étais dit, je vais commencer par ça. On leur dénie une sexualité, on leur dénie le rapport à la mort et on leur dénie la cruauté. Et puis après, je parlerai de l'émerveillement. Parce que finalement, et c'était ça qui me tracassait, et j'en ai parlé avec mon éditeur qui m'a dit, mais attends, qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce que tu voudrais faire? J'ai dit, je me demande si ce ne serait pas mieux de mettre l'émerveillement d'abord, et en deuxième partie, tout le négatif, tout ce qui est nié. Il m'a dit, essaie. Et alors là, c'est du montage. Parce qu'effectivement, ça n'a pas pris tellement de travail que ça. Parce qu'effectivement, ça a été comme du montage. Ça a été de déplacer des blocs en changeant, bien sûr, les liaisons et tout ça, bien sûr. Mais ça a changé totalement le livre. Et je me suis dit, oui, faisons simple. Faisons simple. Les enfants, d'abord, si on va chercher leurs personnages au cinéma, c'est parce que j'ai envie de revivre un shoot de ma propre enfance. Des moments dans lesquels quelque chose va me transporter, va m'éblouir, va me changer. Ça va durer 5 secondes, peut-être.
Et c'est toujours ça de gagner. Et je pense que c'est ça qu'on va chercher dans les portraits d'enfants. Et l'équilibre, il a été là. Et effectivement, merci Willy Durand et Armel Pin de m'avoir dit, mais écoute, toi, vas-y, fais-le. Et donc, le montage a été fait. Donc, c'est vrai que la troisième partie, en fait, première partie, un enfant dans la société. Je suis même allée chercher, je ne vous cache pas, les rapports de l'éducation nationale sur quand les enfants voyaient des films porno. En France, aujourd'hui, beaucoup. Allez voir, c'est stupéfiant, c'est très, très, très instructif. Où je suis allée voir la législation du travail, combien d'heures on peut utiliser un bébé sur un tournage. C'est 1 heure par semaine. Voilà. Mais en Belgique, c'est plus. C'est pour ça que, par exemple, dans La vie est un long fleuve tranquille, Châtilliez, qui avait besoin de filmer des bébés, il a délocalisé des tournages en Belgique pour pouvoir tourner avec les bébés. Donc, vous voyez, je suis sur l'économique, le juridique, le littéraire, l'héritage artistique et esthétique. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut quand même rentrer dans le cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'est comment est-ce qu'on nous représente les enfants? Comment est-ce qu'on les montre face à la vie? Et une des choses qui me mettait le plus en colère, et qui continue de me mettre en colère, c'est cette façon qu'on a de simplifier les représentations d'enfants. On leur fait vivre des choses épouvantables dans un film, et à la fin, c'est comme si rien ne s'était passé. Ils rebondissent. Et j'ai même des gens, j'ai une universitaire, je me suis battue avec une universitaire qui m'a, enfin pas physiquement, mais comme ça, qui me disait, mais non, ils rebondissent les enfants. J'ai dit quoi? Après ce qu'ils ont subi, par exemple dans La nuit du chasseur, oui, il va rebondir, mais il garde une trace. C'est pas, ça disparaît pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je pense que cette personne-là, qui est vraiment une intellectuelle de haute volée, je ne donnerai pas son nom, universitaire patentée, mais je crois que c'est sa propre enfance qu'elle protégeait en disant ça. Et c'est pour ça que je pense que j'ai bien fait de mettre ce qui était négatif. Par exemple, le suicide. Il faut parler du suicide des enfants. Il y a des enfants qui se suicident ou qui font des tentatives de suicide. Dans le cinéma, c'est très rare. C'est très rare. Parce que c'est tellement tabou qu'on a peur. Et que donc là, vous avez, avant même que le film soit en scénario, vous avez un producteur qui dit « Oula, je ne sais pas si le public va venir ». Et il a raison. Ça peut faire fuir le public. Regardez, prenez un film comme Le Petit Prince a dit de Christine Pascal. Est-ce qu'il y en a certains qui l'ont vu? Non? Si. Bon. Non, pas moi, monsieur. Là. Monsieur, vous l'avez vu. Vous voyez ce qui aurait pu faire peur aux producteurs. On arrive quand même à la mort d'une petite fille. Il y a un plan sur elle, d'ailleurs. J'ai demandé à mon éditeur, je voudrais cette timidement. J'aimerais l'image de la mort de la petite fille, me disant, il va refuser, parce qu'elle m'a dit, non, absolument, il faut la mettre. Christine Pascal suit une enfant qui a une tumeur au cerveau, et elle la suit jusqu'à sa mort. Mais elle le traite de telle manière que c'est un film de vie, quand même, effectivement. En même temps, ça vous saisit. Je comprends qu'un producteur dise oh, et ce film-là, il n'a pas eu beaucoup de public. Il a eu, heureusement, grâce au dispositif scolaire collège au cinéma, il y a beaucoup d'enfants en France qui l'ont vu, et des profs qui ont été formés, qui les ont accompagnés. Mais c'est très difficile. Et Jean-Claude Brisson, un jour, m'a dit une chose très juste, parce que dans son film « Un jeu brutal », je vous conseille de voir, si vous avez l'occasion de revoir Un jeu brutal. C'est un film des années 80. Il montre les choses que nous sommes en train de découvrir depuis 10-15 ans sur la France. Il montre la banlieue parisienne avec les gens qui s'exercent au tir à l'intérieur de l'appartement, les viols intrafamiliaux, une violence, ça date des années 80. Et nous, on ne voyait rien. Et à la fin, l'enfant se suicide. Et le film a été interdit aux moins de 16 ans à cause de ça. Et ce que m'a dit Jean-Claude Brissot, ça m'a énormément fait réfléchir. Il m'a dit, moi je pense que si ça avait été un documentaire, il n'aurait pas été interdit aux moins de 16 ans. Mais là, la force de la fiction, c'est pour ça que la question du suicide dans la fiction, c'est tellement important. Mais la force est telle que ça fait peur. Ça fait peur aux spectateurs, ça fait peur aux producteurs. Et en même temps, regardez Allemagne année zéro, il y a un suicide. Il y a un suicide d'enfant que l'on comprend. L'enfant monte, il a vu les ruines de Berlin,
il a vu la guerre, il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Il monte au sommet d'une tour, il se bouche les yeux, et il y a l'image aussi, et il se jette par la fenêtre. Et on voit le corps par terre. Mais rarement c'est montré. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je pense que les enfants, c'est plein de joie, c'est formidable. Je pense que c'est plein de loustiques qui sont des gamins pleins de vie et qui nous permettent à nous, adultes, de supporter la vie. Mais ne nous fermons pas les yeux sur des choses difficiles à montrer. C'est aussi le rôle du cinéma. Tu as eu des surprises dans les films sur lesquels tu es tombé, par exemple Paper Moon de Bogdanovich ou qui est... Merci. Oui, Paper Moon de Bogdanovich, oui. Et tu en tires une hésitation sur le projet du cinéaste. C'est-à-dire, il est ambigu mais il est intéressant pour ça, parce qu'il ne sauve pas l'enfant, qui rentre dans le machiavélisme de l'adulte, ou qui du moins limite. Alors, tu en parles longuement. Oui. Oui, parce que c'est la seule fois où quand j'ai fait énormément de formations de profs, énormément, pour aider les enseignants à montrer des films dans le système scolaire. Et c'est la seule fois où je me suis fait agresser. En 30 ans de carrière, c'est la seule fois. C'est-à-dire des gens qui m'ont dit « Mais comment vous montrez ce film-là à des enfants ?» etc. Cette petite fille est immorale. Oui, la petite fille, aux 2 tiers du film, elle monte un coup absolument mais digne d'un gangster, quoi. Elle a 12 ans, elle veut se débarrasser d'une demi-mondaine dont son père s'est entiché. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir le concierge de l'hôtel, elle se débrouille pour qu'il monte dans la chambre de la demi-mondaine, qu'il y ait un rapport sexuel, et elle organise que son père surprenne le rapport sexuel. C'est quand même violent. Donc, vous voyez, elle est complètement dépravée. Je dis oui, mais attendez, si on se rappelle le début du film, au début du film, elle tombe sur son père. On ne saura jamais si c'est son père ou pas dans le film. C'est un film qui date des années 70. Vous savez, le nouvel Hollywood, pour ceux qui connaissent les cinéastes des années 70, qui commencent à voir le monde différemment du cinéma hollywoodien classique qui t'a nourri, mais qui fonctionnait sur il y a le bien, il y a le mal, tout ça est bien séparé, et à la fin, c'est le bien qui va gagner. Les cinéastes des années 70, les Peckinpah, les Scorsese, et puis après les Cimino, etc., ils ont quand même mis un coup de pied là-dedans et ils ont semé un petit peu de trouble dans ce qui était un peu trop facile. Donc, Bogdanovich, lui, il commence par montrer que la petite fille, elle va partir avec cet homme elle a perdu sa mère, il va l'amener chez sa tante, qui est la seule famille qui lui reste, et elle s'aperçoit qu'en fait, c'est un escroc. Oh, un petit escroc, hein. Il vend des Bibles. Il vend des Bibles à des veuves. Il lit le journal, il repère les enterrements d'hommes, et ensuite il va voir les veuves en leur disant « Votre mari avait commandé cette Bible pour vous, mais elle n'est pas payée. » Et ça scandalisait la petite fille. Et en particulier à 2 moments. Un moment où on a en particulier un moment où on a une femme qui apparaît dans l'encadrement de la porte, qui est épuisée, elle est entourée d'enfants, ça se voit qu'elle n'a pas un sou, et le faux père commence son escroquerie, elle voit que ça va marcher, que cette femme va se saigner aux 4 veines pour payer une Bible que son mari décédé aurait commandé. Elle dit non, celle-là, elle était payée. Celle-là, elle était payée. Donc, elle avait un sens moral. Et puis, il y a un autre moment où, dans la voiture, on est juste pendant le Dust Bowl, c'est-à-dire la grande panique agricole qui a suivi, ou qui a été contemporaine de 1929, la grande panique financière aux États-Unis, celle que vous avez vue dans Les raisins de la colère, de John Ford et lue chez Steinbeck. On voit des familles avec des charrettes sur le bord de la route, avec quelques meubles,
et elle dit à son père, on s'arrête, on les aide, et il veut pas. Donc, elle a un sens moral au début, mais au fur et à mesure qu'elle est avec son père, elle perd ce sens moral. Et donc, ils se sont appris des choses l'un l'autre. Lui, je ne pense pas qu'il ait acquis un sens moral à la fin. Et la fin se termine avec le père et la fille qui repartent vers des mésaventures totalement illégales. Allez faire ça maintenant. Ça, c'est un film des années 70. C'était possible. Je ne suis pas sûre que maintenant ce soit possible. Donc moi, je ne le trouve pas si ambigu que ça. Je trouve que plutôt il est ambivalent. Et je trouve qu'il montre comment, effectivement, l'éducation, c'est quelque chose qui peut entraîner un enfant dans un sens ou dans un autre. Et quand même, je ne résiste pas à vous dire que dans cette salle de cinéma pleine d'enseignants, il y en a une qui a dit « Mais ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'elle emploie des gros mots. » Je dis « Attendez, vous avez vu qu'elle allait à l'école ou pas ?» Ah, elle dit « Non, elle va pas à l'école. » Je dis « Ben voilà. Elle n'a pas de mère. Elle va pas. » Bon, j'avoue que j'étais un petit peu. Oui. Ça a marché. mais c'est vrai aussi. Elle n'a pas de mère et elle ne va pas à l'école. Comment elle est encadrée? Comment elle apprend ce qu'il faut faire et pas faire? Donc, elle dit des gros mots n'est pas invraisemblable du tout. J'ai dit c'est même assez logique dans le scénario. Donc, bon, en fait, ça, c'était pour dire que ce film, je pense que c'est important que vous mesuriez ce qui se passe actuellement en France, dans le système scolaire, ce qui se passe autour du fait de diffuser des films avec des enfants. Ce film, il a été choisi dans un cadre extrêmement institutionnel, dans les locaux du Centre national de la cinématographie, avec une commission ad hoc, avec un inspecteur général, Renaud Ferreira, que tu connais, j'imagine, avec des enseignants, un psychopédat, des exploitants de salles et des représentants des gens qui font les dispositifs école de cinéma, collège et de cinéma. Il y a eu un tel enthousiasme après la projection du film que, même pas à main levée, on a dit, bien sûr, on prend le film. Et je ne vous cache pas que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, on va avoir des ennuis. Il va y avoir des problèmes. Donc, j'ai rappelé la personne du CNC qui s'occupait de ça. J'ai dit, écoute, Mélanie, je suis vraiment désolée, mais je sais que tu as commencé à négocier avec le diffuseur, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un vote. Moi, j'étais, vous savez, à la Cinémathèque de Toulouse, j'ai appris d'un certain Raymond Borde l'importance des votes. Et c'était fondateur de la Cinémathèque de Toulouse. Et donc, je sais que ça compte. Et donc, j'ai obtenu qu'on refasse cette séance. On a voté à l'unanimité, moins une voix, le fait de... Mais les profs ont pu ensuite dire « Ah, mais vous savez, le film, il a été choisi dans une institution, il y a eu un vote, et ça a été... » Et parce qu'ils ont eu énormément de retours, non pas des enfants, hein, mais des parents. Donc, effectivement, je parle aussi de ça à travers le livre, parce que je trouve que c'est important. On est un pays qui est en pointe. Vous n'imaginez pas à quel point les autres pays envient ce que nous faisons sur l'éducation à l'image. Actuellement, il y a à l'ambassade de France en Israël, ils n'ont pas que ça à faire, mais là, en ce moment, ils sont en train de se préoccuper de contacter des gens, des Français, qui ont travaillé justement à l'organisation d'écoles de cinéma et de collèges de cinéma pour venir en Israël leur dire comment faire. Il y a eu des tables rondes avec des gens d'Amérique du Sud. Donc, on est très en pointe. On a inventé des choses que le reste du monde nous envie. Mais cela dit, il faudrait que ça patine pas, quoi. Donc, je parle aussi de ça parce que là où les enfants peuvent voir les films, c'est bien sûr sur leur télé, sur leur tablette, sur leur téléphone, sur ce que le marché moi je dirais pas leur propose, mais leur impose. Et là où ils peuvent voir autre chose, c'est dans un système scolaire, avec des volontaires, avec des profs qui ont envie de faire le truc, avec des exploitants de salles, et c'est pas du tout mineur. Et ces films dont je parle, c'est plutôt dans ce système-là que les enfants le verront. La plupart des films dont je parle. Pas tous. Non, pas tous. Non, il y a certains films dont... Parce que tu ne donnes pas l'impression de te référer exclusivement à cette expérience. Tu en parles, il y a des flashs. Là, c'était le côté militant, je me suis emballée. C'était, bon, voilà, la minute militante est terminée. Non, effectivement, pas tous. Parce que, bon, il y a des films dans lesquels, je sais pas, Sa Majesté des Mouches, par exemple,
Moi, c'est pas un film que je montrerais à des petits-enfants. Ah Ça oui, m'intéresse pas. oui. Ça m'intéresse pas de montrer ça à des petits-enfants. Et en revanche, les adultes, parce que les adultes, vous voyez ce que c'est, ça c'est des mouches tirées d'un roman. C'est donc l'idée qu'un ensemble d'enfants font naufrage dans une île et qu'ils vont survivre, mais qu'au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur survie, ils perdent tous les signes de civilité et ils vont vers la barbarie. Il y en a quelques-uns qui essaient de résister, mais ils sont tués. Il y a quand même 2 enfants tués quand même dans le lynchés, enfin, dans le film. Moi, je trouve que c'est important d'en parler, mais effectivement pas par rapport à des enfants. Par rapport à nous, adultes, qu'est-ce que ça nous dit sur comment est-ce que les pulsions les plus primaires peuvent revenir? Comment est-ce qu'on le sait, ça? Oui, moi, c'est un film qui me met très, très mal à l'aise et que, pour le coup, je trouve ambigu, en ce sens qu'il y a le film savoure la violence qu'il met en scène. Je ne trouve pas... C'est pas faux, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Mais bon... Mais il faut en parler quand même. Parce tu en parles sans... Je dis pas que je l'aime. Hein. Oui. Tu dis pas le contraire non plus. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, parce que je trouve qu'il est très, très intéressant et que moi, en sortant du film, j'ai beaucoup réfléchi. Mais c'est pour ça que je parle des degrés. Parce que moi, je n'en ai pas tenu rigueur de mettre 3 pages sur un film que je n'aime pas sans me proposer un point de vue critique, parce que j'étais pris dans ton roman. Et dans ton roman. Tu ne veux pas que ce soit un film, mais disons que c'est un roman. D'accord. J'en ai une autre preuve. Et là, je te coince. Ta conclusion. Oui. Tu écris conclusion. Moi, conclusion, un sujet universitaire, comme ça, j'attends une synthèse. Paf, tu parles de 3 films avec une telle intensité émotionnelle, 4, presque 5, avec une telle intensité émotionnelle que c'est une intensité qu'il n'y avait pas avant. Non. Donc, alors là, il ne faut pas que tu racontes je de blagues. Non, c'est pas un essai, c'est un roman personnel autour de montage de film. Ça ne me gêne pas, mais de toute façon, moi, je pense que dans l'essai, il y a du personnel. Hein, je suis aussi une élève de Roland Barthes, hein, donc là-dessus, c'est pas un problème, mais j'ai senti cette nécessité parce que je me suis dit, il y a un moment où il faut te mouiller, ma fille. Donc, il fallait se mouiller sur 2 terrains. Un terrain, parce que ça va de dire, je suis l'élève de Jean Douché qui m'a dit, il faut toujours aimer, et la critique, c'est l'art d'aimer, mais il y a un moment où il faut quand même être capable d'aller face à un film qu'on méprise, qu'on n'aime pas, et en parler avec des arguments. Je l'ai fait 2 fois. Une fois, c'est un petit paragraphe sur The White House Down. Roland Emmerich, si. Ah oui. C'est juste, voilà, un paragraphe. Oui, c'est pas important. Et une fois, j'ai pris en face La vie est belle, un film qui est le film de Benigni, La vie est belle, qui, moi, me pose de gros problèmes. Et j'ai essayé de démontrer, j'y passe 3 pages, pourquoi ce film est une catastrophe. Est-ce qu'il est à Collège au cinéma? Pas à ma connaissance, mais je ne le jurerai pas. En tout cas, pas École du cinéma, c'est sûr. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais j'ai lu récemment l'avis de Simone Veil qui disait qu'elle avait été au Parlement européen à des commissions d'aide et que si Benigni était venu leur demander de l'argent, elle aurait demandé à ce qu'on ne lui donne pas. Alors ça, c'est le point de vue d'une déportée, bien évidemment. Moi, c'est cinématographiquement. Je trouve que la façon dont il dépeint 2 choses, la Shoah d'un côté, un enfant de l'autre, sont aussi débiles l'une que l'autre. Sauf qu'il y en a une qui est dangereuse, c'est la Shoah. L'enfant, c'est embêtant, mais c'est moins grave. Et là, si vous voulez, c'est simplement l'idée que c'est la même chose. C'est que si un cinéaste n'a pas, mais je suis tout à fait prête à en discuter, parce que j'ai l'habitude. Ah oui, d'accord, oui, merci. Effectivement, tout le monde ne le connaît pas. La vie est belle, donc il y a 2 La vie est belle. Il y a La vie est belle de Capra,
C'est évidemment pas celui-là. Vous imaginez bien que c'est pas celui-là. Mais non, au contraire. Enfin, La vie est belle de Capra, toujours. Mais La vie est belle de Benigni. C'est donc Roberto Benigni, qui est un acteur burlesque génial italien, qui a eu l'idée d'un conte. Lui, il dit que c'est un conte où un père va se retrouver en camp de concentration avec son fils. Et il va dépeindre la réalité du camp de concentration sur la base d'un conte qui permet d'enjoliver tout et d'un jeu en disant quand on aura 1000 points, on sortira du camp. Et si vous voulez, je trouve que c'est très problématique et sur le plan de la représentation de la Shoah, mais on peut faire de la fiction sur la Shoah. Le fils de Saul de Demes, c'est un film qui est un film de fiction et dans lequel même Lanzmann a dit, pourtant vous savez Claude Lanzmann, les films sur la Shoah, il avait un peu l'impression qu'il y avait Shoah et c'est tout. Mais il avait dit effectivement lui-même que c'était possible de montrer la fiction comme ça sur ce sujet-là. Donc c'est pas le fait que ce soit de la fiction, c'est la façon dont c'est traité. C'est-à-dire que c'est traité comme un conte, c'est vrai, mais sans s'en donner les moyens, sans être dans carrément le merveilleux. Et c'est bâtard. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Parce que Benigni n'est vraiment pas un sale type. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est pas un méchant. On n'a pas envie de dire que c'est quelqu'un qu'il faut clouer au pilori. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, quand j'ai écouté la conférence de presse qu'il a faite à Cannes le lendemain de la projection du film, où il n'a rien compris, il n'a pas compris la violence des journalistes. Parce que les journalistes étaient dans le même état que moi. Mais il ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait. Et il a dit, mais en fait, là, il faut voir une chose. C'est comme le 9e cercle de l'enfer de Dante. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça. Ce garçon, il a de la bouillie dans la tête et il traite une des choses les pires de l'histoire de l'humanité comme il a comme référence de l'imaginaire, du conte, croyant que c'est possible. Ça demandait plus de travail que ça. Je ne dis pas que ce n'était pas possible de le faire, mais il fallait quelqu'un qui ait les épaules plus larges, il fallait quelqu'un qui réfléchisse à plus son film. Et ce qui est désolant, c'est que la représentation de l'enfant est aussi débile. L'enfant, il est nul, quoi. Et vous êtes d'accord, hein? Mais à un point naïf, il voit rien. Encore juste à un moment donné, il dit, dis-moi papa, il y a un copain qui m'a dit qu'avec nous, il faisait du savon. Il y a juste ça, mais il n'en tire rien. Il y a une blague et puis on passe à autre chose. Oui, l'enfant est maltraité. Il est maltraité, mais comme la Shoah est maltraitée. Voilà, donc là, mais j'ai beaucoup travaillé. Je pense que c'est le passage du livre que j'ai le plus travaillé parce que je trouve que il faut faire très attention avant d'attaquer des œuvres d'art. Si on le fait, il faut s'en donner les moyens. Et c'est vraiment là que j'ai le plus lu, travaillé, relu, réécouté. J'ai relu Primo Levi, enfin bref. Je trouvais que je ne pouvais pas faire ça n'importe comment. À côté de ça, on était parti sur du positif, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Le point de départ de ta question, c'était quoi avant ça? La conclusion. Ah oui. La conclusion, là, je me suis dit, je vais quand même dire, une fois que j'ai essayé, merci. Heureusement qu'il y en a qui suivent quand même. Je vais essayer de sortir de cette relative, parce que lui, vous avez entendu, mais vous comprenez que c'est un lecteur un peu biaisé quand même, hein, il me connaît, quoi. C'est un peu difficile. Mais je vais essayer de sortir de cette relative, pas objectivité parce que ça n'existe pas, mais volonté de traiter les choses avec respect, avec précision, de rendre compte. Et je vais y aller sur des choses qui m'ont touchée. Et j'ai pris 4 films qui, pour moi, je ne dis pas que c'est les meilleurs. Je ne dis pas ça. Je dis, mais simplement, ces films-là, ils m'ont aidé à vivre. Et je me suis dit, c'est peut-être pas mal de dire ça aussi, que les films, ça aide à vivre. Le premier, c'est Sammy Goes South. C'est un film d'aventure de McKendrick qui est dans les années 60. Les films d'aventure, comme on faisait dans les années 60. C'est-à-dire, c'est un enfant qui va partir d'Égypte et qui va aller à Durban.
en Afrique du Sud, tout seul, comme un grand. Hein. Voilà, il va tout avoir, les caïmans, les dangers, les diamantaires qui vont le rapter, enfin bref. Mais comme dans un film d'aventure ordinaire. Mais ce que j'aimais, moi, dans ce film, par rapport au traitement de l'enfant, c'est que c'est les adultes qui changent. Et c'est que les adultes se disent là, il faut laisser cet enfant continuer son aventure. Et moi, je trouvais que c'était magnifique de dire ça. Mais tu sais que Coursaudon et Tavernier ne le mentionnent même pas dans les 3 pages qu'il consacre à McKendrick, ce film-là. Ils n'en parlent pas, ils ne l'ont pas vu, il n'existe pas. Alors, il faut être honnête, moi, je le dois à Antoine Guillot. Vous voyez qui est Antoine Guillot, c'est France Culture, samedi après-midi, cette belle émission qui s'appelle Plan Large, sur le cinéma. Et on parlait des films avec des enfants. Et chacun a ses films de chevet, je vous disais en début. Et il m'a dit, mais tu devrais voir Semi Goes South, que je n'avais pas vu. Et je suis tombée raide parce que je me suis dit, c'est magnifique, je retrouve le plaisir du cinéma hollywoodien que j'adore, les aventures invraisemblables, mais carrément invraisemblables, donc on ne cherche pas à faire semblant. Mais avec en face des adultes, en particulier, c'est une tante qui vient le chercher, l'enfant, et un contrebandier qui... c'est James Mason, c'est ça, c'est James Mason. Ah, je ne sais pas, moi, Oui, le film, Mason. je ne le C'est connais James que Mason. depuis que je l'ai lu dans ton livre. Et qui lui dit non, mais vous n'allez pas récupérer cet enfant. Il faut qu'il termine son aventure. Ce qui est complètement délirant, parce qu'il faut qu'il fasse encore 1000 km pour aller à Durban. Mais voilà, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de montrer des adultes en 1960 capables de se dire, voyons ce qu'un enfant est capable de faire. Un autre film que j'ai choisi, c'est le film de Koreeda, le dernier à cette époque-là, quand j'ai une affaire de famille, parce que si vous avez vu Une affaire de famille, c'est un film qui est en 2 temps. Le premier temps, on a une famille de voleurs, mais tellement sympathique, tellement extraordinaire. Vraiment, on est avec eux et voilà. Et puis, comme Koreeda est un cinéaste qui a quand même un savoir-faire, aux 2/3 du film, ou 3/4, ça bascule. Et on s'aperçoit que toute cette famille fonctionne sur un mensonge. Et le petit garçon, à la fin, décide de se faire prendre par la police pour être séparé de sa famille et prendre sa vie en main. Et le dernier plan du film, il est dans un bus, il va dans une pensionnat pour enfants, je sais pas, une maison qui s'occupe des enfants délinquants, et il a une tête fermée. C'est terrible, parce qu'il a pris son autonomie, il a fait son initiation, mais à quel prix? Et là, je me dis, Koreeda, c'est un des grands cinéastes des enfants. 3e film, c'est Récréation. Ça, parce que Récréation, qu'on montre ce soir à la Cinémathèque, je vous conseille de voir. Ceux qui n'ont pas vu Récréation, mais on n'en sort pas indemne. Hein. C'est un film de 92 de Claire Simon. C'est un documentaire. Elle a planté sa caméra dans une cour de récréation et elle a filmé les enfants. Après, il y a beaucoup de montage, mais elle n'intervient pas. Et dans les débats autour du film, souvent les gens disent oh, « Mais enfin, comment ça? Ils se battent et vous n'intervenez pas, vous êtes l'adulte. » Il n'y avait pas de sang, donc je n'intervenais pas. Enfin, si vous connaissez Claire Simon, ça ne vous étonne pas, cette réaction. J'en profite pour dire qu'en 92, j'enseignais à l'ESSAV à Toulouse, en face, et j'avais droit à un cinéaste parisien par an dans le cours d'analyse de film, pas 2. Et j'avais demandé à Claire de venir montrer ce film et ça avait beaucoup marqué. Les étudiants avaient été très, très marqués. Et il y a une violence de relation et d'amour entre ces enfants shakespearienne, carrément, quoi. Et c'est très, très beau. Et en plus, techniquement, c'est une prouesse parce qu'elle était avec sa petite caméra vidéo et son micro dessus. Vous imaginez bien que dans la cour, c'était la cata. Donc, il a fallu tout post-synchroniser. Elle a fait venir les enfants. Et ils sont justes. Et voilà. Et c'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. On ne s'en rend pas compte. Si on ne le sait pas, on ne perçoit pas. Il n'y a pas de décalage sur le son, sur le jeu, sur les mouvements de lèvres. Absolument. Si on ne le sait pas. Absolument. Mais elle les a traités comme des professionnels. Elle a dit, mais voilà, ils sont... Comment?
Je sais pas. Non, Non, c'est non, pas non, des pas. bébés. Non, 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 non. Non, non, vous avez raison. C'est quoi? Ils ont 6-7 ans. Ah non, mais ils Ils sont ont filmés 6-7 ans. dans la cour de récréation de l'école où était sa fille. Elle n'intervient pas, hein. C'est mais C'est c'est tout. Mais après la c'est les plus grands de la post-synchronisation, maternelle, hein. C'est les grands oui, c'est les maternelles. grandes Ouais, maternelles. ouais, c'est les grands Moi, j'aurais maternelles. bien aimé qu'il y ait une caméra qui fonctionne quand ils se post-synchronisaient. Parce qu'elle a eu l'air de dire qu'il n'y avait pas eu de grandes difficultés. Tu Ah bon? sais, Ouais, tu te merci, méfies? moi, je l'ai eu comme directrice de département réalisation à la FEMIS. Je sais vu comment elle faisait travailler les gens. Ça travaille, hein. Je peux vous dire, ça travaille. Oui, mais enfin, les Ça enfants avance vraiment. de 4-5 ans, c'est... Eh ben, elle m'a dit, c'est plus facile de diriger des enfants que des adultes. Ils sont pros, elle me dit. Elle me disait, et je pense que c'est vrai, ils prennent au sérieux, quoi. C'est comme quand on leur apprend à dessiner, hein, on leur apprend une technique, et ben ils prennent ça au sérieux. Et vraiment, en tout cas, ce film-là, moi, alors pourquoi je l'ai pris pour moi, c'est parce qu'à un moment donné, tout à fait à la fin, il y a une petite fille qui est face à une difficulté terrible. Elle est sur un muret, devant elle, il y a un banc, le banc dépasse de 10 centimètres et toutes ses copines sautent du muret au-dessus du banc et elle n'y arrive pas. Et elle pleure et elle a la morve qui coule. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Kleenex? Et à un moment donné, elle dit, je crois que c'est dans ma tête, ça. C'est une mouflette, quoi, avec une petite robe bleu marine, avec un col Claudine, toute petite bourgeoise, mignonne comme tout. Elle souffre 1000 morts. Mais c'est l'apprentissage. Et moi, je me suis revue, enfin, petite fille, quoi, devant des trucs que j'arrivais pas à faire, quoi. Et je me dis, c'est aussi ça, être enfant. C'est souffrir beaucoup. Et puis, à la fin, elle grandit parce qu'elle y arrive. Et pourquoi elle y arrive? Parce que ses deux copines lui prennent la main de part et d'autre et elle saute. Et quand elle est aidée, elle arrive à sauter. On est en 92, c'est du documentaire. Alors, je peux vous dire que dans la théorie du documentaire de création, en France, en 92, le tabou majeur, pire que l'inceste, c'est l'effet spécial. On ne fait pas d'effet spécial. Et bien là, elle fait un effet spécial. Et il est magnifique. Elle se contente de ralentir. Vous voyez, elle gèle un petit peu l'image. Et c'est l'envol d'un ange, quoi. Alors, moi, j'avais dit, mon livre, depuis 10 ans, je disais, mon livre, il aura cette photo-là sur la couverture. Sauf qu'il n'y a pas de photo sur la couverture de ce livre. Oui, mais c'est la première Donc, photo c'est la que tu as première mise photo quand dans- même, parce que voilà, effectivement. Alors ça, c'est le troisième. Et le quatrième film que j'ai choisi, c'est un film qui aiderait tous ceux d'entre vous, ou les amis que vous auriez qui pourraient être gravement malades. C'est un film qui s'appelle La vie est immense et pleine de dangers, de Denis Gerbrandt. C'est un documentaire qu'il a tourné au pavillon Curie à Paris, à l'hôpital, pavillon des enfants cancéreux. Et il suit plusieurs personnages, dont un enfant qui s'appelle Cédric, qui est extrêmement sérieux, qui a, quoi, il a 10 ans, Cédric, oui, 10 ans. Et Cédric, à un moment donné, il est dans une bulle parce qu'il est tellement sous chimio qu'il faut absolument qu'il soit dans un milieu sans microbes. Et Denis est à côté de lui, accoutré, il parle. Le cinéaste, il parle, et puis à un moment donné, Cédric dit, tu sais Denis, la vie est immense et pleine de dangers. Et je dois dire qu'à plusieurs reprises dans ma vie, ce petit garçon, moi, il m'a aidé. Et je pense qu'il en a aidé d'autres, ceux qui connaissent. Vous voyez, vous vous souvenez de Cédric? Oui, hein, c'est quand même très émouvant, quoi. Oui. Et puis tout à fait à la fin du film, il congédie. C'est lui qui congédie le cinéaste parce qu'il est guéri, il est sorti de l'hôpital, il est dans un jardin. Et puis, il se tourne et puis fait à Denis. Et Denis arrête l'image et le film s'arrête. Et ça, les Saves, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur ces images-là en disant, ça, c'est de la déontologie. Ça, c'est le respect du documentaire. L'enfant vous dit, ça suffit, on respecte. Donc oui, effectivement, c'était très personnel, mais j'espère que d'autres que moi peuvent s'intéresser à ces 4 films-là. Ben oui, puisque tu poses la question, quand on filme un enfant, on parle aussi du spectateur. Donc toi, tu parles au spectateur quand tu parles des films qui te sont chers. Oui. Il n'y a pas de problème. Ah oui. Il
Il y a peut-être des questions Certainement. dans le public. Bonjour, bon, c'est une enseignante qui vous parle. Non, moi, j'ai pas lu le livre encore, mais je fais un parallèle avec la littérature de jeunesse Bien sûr. dans ce que vous dites, en l'occurrence la question du destinataire, la question de l'identification. Alors, dans la question du destinataire, moi, la question que je me pose, c'est le réalisateur, lorsqu'il fait un film, il le fait pour qui? Est-ce que Truffaut a fait ce film pour les enfants? C'est ce double destinataire qui est l'adulte et les enfants. Parce que lorsque vous évoquez les films, vous parlez beaucoup, vous positionnez aussi en tant qu'adulte, qui fait référence à sa propre enfance. Mais comment on réfléchit un film destiné à l'enfant qu'on n'est plus, puisque les enfants évoluent? Et ce que je trouve très juste dans ce que vous dites, c'est l'évolution de la représentation de l'enfant à travers les enfants du cinéma, comme à travers les personnages de littérature de jeunesse. Enfin, moi, je citerai Rousseau comme rupture de l'existence de l'enfant. Et, Il est dedans. Et il y est dedans, je ne l'ai pas lu. Bon, très bien. Et donc toutes ces questions, en fait, comment on considère l'enfant dans l'acte de créer un film et alors, en fait, je ne sais pas si je vais pouvoir m'exprimer, un double sens. Le fait de montrer l'enfant tel qu'il est représenté par une société ou par le réalisateur, mais le fait aussi que le film change la représentation qu'on a des enfants. Je trouve que ce double objectif est intéressant et est très, 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 comment dire, révélateur de ce qu'est notre société. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de l'identification de l'enfant. Donc, lorsqu'un enfant voit un film, lorsqu'il lit un livre de jeunesse, l'intérêt, lorsqu'il est un sujet, lorsqu'il est un spectateur, lorsqu'il est un lecteur, c'est comment cette identification, comment il se reconnaît dans l'œuvre et comment le réalisateur traite ça. En fait, moi, je tourne un peu autour des mêmes choses, mais je trouve que c'est toute la difficulté. Comment on arrive à ce qu'un enfant s'identifie à ce qu'il voit. Et lorsque l'enfant s'identifie, c'est qu'en effet, on a réussi notre œuvre, puisqu'on a réussi cette rencontre entre l'œuvre et l'enfant. Voilà, Voilà. Alors, la deuxième, je vais vous lire un petit paragraphe qui répond à ça. C'est tout à fait au début, page 14. C'est la fin de l'introduction. Je fais 3 remarques. Dans les pages qui suivent, le lecteur constatera que seul le spectateur adulte est considéré. La perception du personnage d'enfant par un autre enfant pose des questions qui impliquent des outils d'analyse et un champ d'application différent. Dit autrement, je ne suis pas cap. C'est spécifique. Il y a des gens qui font ça très bien. Alors, j'ai accompagné des gens qui travaillaient avec les enfants. J'ai beaucoup travaillé avec des professeurs des écoles. J'ai quelques idées sur le sujet, mais je ne me sens pas compétente. C'est pour ça que, d'emblée, je dis, je ne vais pas prendre le point de vue. Et puis, ça m'intéressait de travailler le point de vue du spectateur adulte. Qu'est-ce que nous, adultes, nous allons chercher là-dedans? Qu'est-ce que nous allons chercher? Et c'est vrai que, bien sûr, on ne prétend pas à l'exhaustivité. Et puis, je ne résiste pas à dire quand même, que c'était ma 3e remarque, que j'ai fait l'effort que les gens ne font pas, de systématiquement donner le nom des comédiens, quel que soit l'âge qu'il a. C'est très important parce que c'est une façon de considérer les enfants comme des sujets. Regardez les affiches des films dans lesquels il y a des enfants, vous avez des stars, et l'enfant n'est même pas nommé. C'est assez violent. Mais pour répondre à votre première question, là, je me sens davantage concernée. C'est vrai que c'est le point de vue du réalisateur. Alors, je ne suis pas réalisatrice, je ne suis pas créatrice, donc j'ai du mal à répondre à ça. Sauf que j'ai travaillé, que ce soit à l'ESSAV à Toulouse ou que ce soit à la FEMIS à Paris, j'ai travaillé avec des réalisateurs, des élèves réalisateurs, et avec des réalisateurs qui venaient travailler avec eux. Je pense qu'en fait, un réalisateur, il fait d'abord un film pour lui. Ça, c'est très clair. Ils vous diront le contraire, mais vous grattez un peu et vous allez trouver ça. Il fait un film, il ou elle, si ce n'est pas un industriel qui est en train de faire de la soupe, hein. On ne parle pas de cela, ce n'est pas cela qui nous intéresse. Il est d'abord en train, pour une raison personnelle,
complexe, pas toujours la même, bien sûr, de faire un film pour lui. Après, bien sûr qu'il réfléchit à comment toucher les enfants. Mais il y a des choses qui se produisent dans une œuvre d'art qui ne sont pas pensées et qui sont des choses qui arrivent par miracle, positivement et négativement, hein, effectivement. Mais autant vous pouvez vous dire, bien sûr, si vous faites un plan rapproché sur un enfant, il va y avoir de visage à visage. Il y a un phénomène d'identification, mais comme vous pouvez vous identifier à un personnage de femme au cinéma, bien évidemment. Mais les phénomènes d'identification, ce n'est pas spécifique à un personnage d'enfant. Comment se fait-il que nous, vous, moi, madame, nous nous identifions à Indiana Jones qui prend sa liane et qui traverse comme ça le pont? C'est-à-dire qu'il n'y a pas Parce qu'il est beau. Oui, c'est une très bonne raison. Mais c'est pas que ça. Comment est-ce qu'on peut avoir une souffrance pour Frankenstein? Il n'est pas beau. Hein? Bon, il y a du charme, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que l'identification, c'est très complexe. Moi, ça a toujours été un mystère pour moi. Comment le cinéma, qui jusqu'à une époque très récente, était fait par 98% d'hommes, comment est-ce que nous, les femmes, on aimait ça, on s'y retrouvait et on s'identifie? Alors, bien sûr, il y a une base humaine, et puis il y a les mécanismes de l'identification. Alors, les réalisateurs, il y en a qui sont passés par des écoles, alors ils connaissent des choses, ils ont appris. On leur a fait faire des exercices, ils ont essayé, ils se sont essayés à des portraits, ils se sont essayés à telle chose et telle chose. Donc, ils ont vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Mais vous savez, beaucoup de cinéastes qui ne sont pas passés par des écoles et qui soit ont trouvé en regardant d'autres films, soit en parlant avec leurs collaborateurs. Et puis, je voudrais quand même dire une chose. Un réalisateur, ce n'est pas lui qui fait le film. Ça ne suffit pas. Si vous enlevez un chef opérateur à un réalisateur, vous lui enlevez une partie de son film. Je veux dire que la personne qui va faire le son, elle va apporter quelque chose. Moi, j'ai vu des réalisateurs se battre comme des malades pour avoir Jean-Pierre Duret, pour faire du son direct. Parce que quand Jean-Pierre Duret fait du son direct, c'est magnifique, c'est de l'orfèvrerie. Ça fait partie du film. Donc nous, en France en particulier, avec notre histoire, la nouvelle vague, l'auteur, les auteurs, etc., on est toujours à dire c'est le réalisateur ou la réalisatrice, c'est pareil. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y a le scénario. Il y a la base du scénario. C'est la raison pour laquelle, en France, la plupart des réalisateurs ou autrices, vous êtes d'accord, réalisateur, hein, ça ira plus vite, écrivent leur scénario. Parce qu'ils veulent avoir leur propre histoire. Mais effectivement, ils parlent de quelque chose qui les touche, sur un besoin personnel, et ils peuvent s'inspirer. Alors, voilà, moi, là, récemment, j'ai, à la suite de ce livre, un jeune cinéaste qui s'appelle Julien Pouplard, qui avait fait un film peu connu, mais formidable sur les ados, qui s'appelait Comme les loups, m'a envoyé son film, et c'est un film qui va sortir. C'est un film qu'il a fait sur sa fille. Il suit sa fille en documentaire. Sa fille a 3 ans. Et on la voit, en 1 heure, évoluer. Donc là, c'est un papa qui filme sa fille, quoi. Mais c'est aussi un cinéaste. Donc après, moi, je vois ça. Cette petite, je ne la connais pas, je ne la verrai jamais, mais je peux avoir quelque chose qui m'intéresse chez elle. Comment lui a pensé s'approcher d'elle? Eh ben, je vais essayer de le rencontrer pour en parler, parce que ce n'est pas simple. Donc, il n'y a pas de recette où ça se saurait. Et en revanche, on sait qu'il y a des choses qui peuvent marcher. Ça, c'est des recettes de type industriel. Ça existe, oui. Alors évidemment, vous faites pleurer, vous rajoutez un animal. Un enfant, un animal, tranquille. Mais vous voyez, ça, c'est des recettes dont c'est pas de ça que vous voulez parler, vous, bien évidemment. Et je suis d'accord avec vous, il y a dans la littérature de jeunesse quelque chose de très intéressant qui se passe. Et on a l'impression que dans la littérature de jeunesse française et dans le cinéma, il y a plus de réflexion sur les enfants que dans le reste de la société. Vraiment. C'est, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu un film qui est là sur les écrans en ce moment qui s'appelle Dalva. Il y a des gens qui l'ont vu. C'est pas à Toulouse. Ah, c'est un film très, 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 très intéressant. Ça secoue, ça déménage, ça vous secoue
véritablement, c'est pas une représentation. Alors, c'est pas une toute petite fille, hein, elle a 13 ans, mais quand même, c'est la limite. C'est une représentation de l'enfance tirée de faits divers, d'une petite qui a été séquestrée, son père l'a habillée en femme et a eu une relation incestueuse avec elle. On n'aurait pas montré ça comme ça il y a 10 ans, même il y a 10 ans. Donc ça évolue. La société évolue et c'est aussi le rôle de l'art, je trouve, s'il en a un, de servir de sismographe. Ça, les cinéastes, je sais pas, il me semble, les cinéastes voient des choses et nous les montrent et on les avait pas vues. Enfin, moi, je trouve que dans les grands films, c'est ça que je retrouve. Je sais pas si je vous réponds. Oui, très bien. Monsieur, tout à fait au fond, j'ai eu l'impression que vous vouliez parler. Je me suis trompée? Alors, pour Chromosome 3, on est carrément dans le cas La vie est belle, où moi, je commence à en parler. Et merci, Claude, de m'avoir demandé de raconter le film, parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas le film, on ne sait pas. Chromosome 3, je ne l'ai jamais vu, parce que je suis une femme prudente et que je ne vais pas aller voir des films qui vont me terroriser, me faire des cauchemars pendant des nuits, même si je sais que Cronenberg est un immense cinéaste. Mais je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que les enfants ne sont pas porteurs des modèles que les adultes ont dans la tête? Oui, en général, dans le mauvais cinéma. Enfin, mauvais cinéma, ça n'existe pas. Dans le cinéma non pensé, dans le cinéma commercial, dans le cinéma du box-office. Absolument. On fait des enfants comme on voudrait qu'ils soient. Vous vous souvenez, je sais pas, on dit que Racine peint les hommes tels qu'ils sont et Corneille tels qu'on voudrait qu'ils soient. Eh bien, effectivement, dans les films qui sont bâclés, pas pensés, pas réfléchis, faits pour plaire, oui, les enfants sont des pures projections de ce que les adultes pensent. Quand vous avez un réalisateur qui se pose des questions, qui regarde vraiment les enfants, à ce moment-là, il y a autre chose qui se passe. Et ce n'est pas de la pure projection d'adultes. Oui, je suis d'accord avec vous. Et effectivement, les cinéastes, là où ça se double d'une espèce de, ce n'est pas une loi, mais une tendance générale, les cinéastes qu'on considère comme étant de valeur, des grands cinéastes, des classiques, prenez le mot que vous voulez, quand ils filment un enfant, ils le filment toujours de manière intéressante. Quand il y a un enfant qui traverse chez John Ford, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il existe. Il n'est pas, vous voyez, c'est pas juste le support d'un enfant, ça doit être comme ça. Alors j'ai passé beaucoup de temps dans le livre sur Shirley Temple. Tu reviens plusieurs fois, c'est une facette négative. Ouais, mais tout en respect. Parce que cette petite, elle a rien demandé. Hein. Je dis, on est venu la chercher à 3 ans pour danser, chanter, faire des claquettes. Et elle avait des fossettes ravissantes. On l'appelait Miss Fossette. Et l'Amérique a fonctionné autour d'elle. Shirley Temple, c'est ça. C'est exactement ce que vous dites, monsieur. C'est-à-dire, elle porte ce que les adultes pensent que les enfants doivent être. Après, il faut savoir que ça a rapporté énormément d'argent. C'est-à-dire qu'elle occupait à un moment donné un 7e de la division cinématographique dirigée par Zanuck. C'était énorme. Et je ne sais pas, j'ai lu quelque part qu'il y avait un journaliste américain en 1937 qui avait fait un article contre elle, qui disait qu'elle était prise dans un système de pédophilie de la part des prêtres, des autorités qui la faisaient grimper sur leurs genoux, etc. Il a eu un procès qu'il a perdu. Ça a été une très sombre affaire. Je veux dire, on reboucle. Oui. Alors, je ne savais pas ça. Et j'ai lu récemment, alors est-ce que c'est Muriel Joudet? Je crois que c'est Muriel Joudet. Voilà, c'est Muriel Joudet qui effectivement a sorti ça. Alors, Muriel Joudet, c'est une excellente critique essayiste de cinéma. Je vous conseille vivement son livre sur ce que les femmes font à l'âge au cinéma. C'est-à-dire un livre sur les actrices qui ont dépassé 50 ans et qui continuent. Alors, vous avez aussi bien Isabelle Huppert que Catherine Deneuve, que Frances McDormand. Isabelle Huppert, elle a dépassé 50 ans. Eh oui.
Et oui, et oui. Et que Frances McDormand, et surtout, il y a Billy, non, je pense que Monsieur Rochemont, ici présent, va réagir parce que toi, tu la connais. Thelma Ritter. Voilà. Thelma Ritter, vous pensez que vous ne la connaissez pas, mais vous la connaissez. C'est l'infirmière dans Fenêtre sur cour. Vous voyez? et la copine de Marilyn Monroe dans Voilà. Les Misfits. Tout à fait. Et elle fait un chapitre entier à côté de Isabelle Huppert et de Catherine Deneuve. Ce livre est formidable, vraiment. Et donc, Thelma Ritter, elle montre qu'elle représente la petite femme moyenne qui fait le ménage. Elle a toujours un objet dans les mains. Et ça, c'est vrai. Quand vous la regardez, c'est vrai. Regardez Fenêtre sur cour, elle est toujours en train de bosser, toujours en train d'aller un torchon. Et elle a cette façon de parler de ces différentes actrices de manière extrêmement informée. Alors, quand j'ai lu ça, parce qu'elle est solide, Muriel Dubjoudet, je l'ai lu, je ne sais plus où elle l'a dit, ça. Elle n'a pas parlé du journaliste, mais elle parlait du fait qu'il y avait eu quelque chose de monstrueux autour de Sharon Temple. Moi, j'avoue que je ne l'avais jamais lu. Donc, ça m'a donné envie d'aller voir un peu, mais je ne suis pas complètement étonnée. Je ne suis pas complètement étonnée. Sans aller voir Babylone de Chazelle, on sait que Hollywood, c'était tout sauf un lieu de pure moralité. Hein. Donc, on est exploité sexuellement des petites stars n'est pas invraisemblable. Carole, j'ai envie de répondre quelque chose à la Mais personne. il faut. Votre question me fait penser au film de Spielberg, Fabelman. Et vous regarderez, il y a un film qui va sortir avec la même actrice que dans le Spielberg. C'est le film de Kelly Reichardt, il va sortir d'ici quelques temps. C'est Michelle Williams qui joue le personnage principal dans Showing Up. Il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans le film de Spielberg et dont je suis sûr qu'il ne sera pas dans le film de Kelly Reichardt parce qu'elle a déjà fait 3 films avec Michelle Williams. Dans le Spielberg, Michelle Williams est enlaidie. Mais le personnage de son mari, qui est joué par un acteur important, Paul Dano, est enlaidi aussi. Les petites sœurs sont enlaidies aussi. Le seul personnage qui est beau, c'est étrange, c'est Spielberg. Alors, voilà, c'est un ressenti que j'ai, mais que j'ai vu d'autres personnes qui partageaient le même. Et quand Carole dit le cinéaste, il fait un film pour lui, et si c'est sur son enfance, c'est pour lui au carré, je crois que Spielberg, là, est, à mon sens, tombé dans un piège. Parce que ça veut dire que tu as vu le film de Kelly Reichardt? Excusez-nous, on fera une scène de jalousie plus tard. Kelly Reichardt est un immense cinéaste dont on attend tous le prochain film. Sur quand, tu le sais? Oui, incessamment sous peu. Bon, d'ici 15 jours. Si, c'est une grande... Vous avez vu Chaos, peut-être, qui est sorti l'an dernier. C'est une immense cinéaste américaine, vraiment. Mais ça fait le 4e film avec Michelle Williams. Elle est tellement géniale dans ses films et j'ai vu les photos de plateau et elle est belle. C'est pas parce que Spielberg la prend maintenant alors qu'elle a 20 ans de carrière derrière qu'elle doit porter un rouge à lèvres absolument immonde. Le problème, c'est que c'était probablement le rouge à lèvres de Madame Spielberg, c'est ça le problème. Oui, mais c'est méchant. C'est méchant. C'est pas toi qui es méchant, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas pensé. C'est pas pensé. Il règle des comptes. Et même la séquence de la mère éclairée par derrière, qui est plus ou moins nue dans la chemise de nuit, je ne sais pas pourquoi, mais m'a mis mal à l'aise. Parce que c'est... Enfin bref, c'est un autre sujet. On a droit à des digressions quand même. Hein. Oui, tout à fait, parce que c'est de l'inceste, parce que c'est incestueux, quoi. C'est ça qui met mal à l'aise. Mais là, on se dit, le problème, c'est que c'est pas qu'elle soit enlaidie, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Ce qui est le problème, c'est ce que tu as dit, c'est que lui, il ne s'enlaidisse pas. Ça, c'est un problème. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais moi, ça ne me gêne pas qu'on puisse dire qu'on a besoin qu'une femme soit moins belle sur un écran qu'en réalité, parce que dans le film, le rôle le demande. C'est pas un sujet. Mais si tout le monde est enlaidi, sauf le narrateur, il y a un moment où je suis d'accord, c'est pas génial. Non, mais tu imagines Catherine Deneuve
avec le dossier qu'elle donne à tous les cinéastes sur la façon dont il faut qu'elle soit filmée, Michelle Williams, elle a fait confiance à Spielberg. Elle s'est fait avoir. Voilà, c'est ça l'idée que j'ai. Sachant comment une actrice de très haut standing comme Catherine Deneuve flique les cinéastes, hein, Oui. jusqu'à choisir le chef opérateur dans certains cas. Alors là, tout ce que je dis s'effondre. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que ton argumentaire, c'est pas ça. Ton argumentaire, c'est que le narrateur est beau. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Moi, ça, c'est un argument que je reçois. Mais je suis de votre avis, effectivement. Moi, ça m'allait qu'elle soit une femme. C'est Desperate Housewife. C'est très versatile, le cinéma, vous savez. D'être star un jour et puis film d'après, ça marche pas. Mais comment s'appelle l'actrice de Titanic? Aidez-moi, j'ai un trou de mémoire. Merci. Kate Winslet, par contrat, elle demande à ce qu'on ne retouche pas son corps ni son visage. Elle demande à ce qu'on la filme comme elle est. Il y a des femmes qui ont conscience. Mais enfin, c'est vrai que c'est vraiment un autre sujet à vous. J'avoue. On peut en parler, c'est pas un problème. Mais la joliesse des enfants, c'est un sujet en revanche. Il faut que les enfants soient jolis. Est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle Versailles de Pierre Scholler? Dans Versailles, c'est un film dans lequel Alex Bessette de Malglaive, j'ai beaucoup de mal à retenir son nom, cet enfant est disgracieux. Et en plus, parce qu'en fait, il a une déformation, c'est pathologique, du visage. Et en plus, on lui demande de ne pas sourire. Il ne sourit jamais. Mais pourquoi il ne sourit jamais? Mais parce que sa mère est SDF, qu'elle l'abandonne dans les bois à un type qui est lui-même SDF, et ils ne font pas une rebinssonnade, hein. C'est vrai qu'ils font des feux de camp, mais c'est parce qu'ils n'ont pas où vivre, et parce qu'ils sont à 300 mètres du château de Versailles, mais qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et donc l'enfant, il souffre. Et comme il souffre, eh bien, il ne sourit pas. Et en revanche, dans la salle, quand vous voyez le film en salle, il y a 2 moments où la salle, vous sentez que la salle, vous la sentez onduler, vous la sentez rire. C'est le moment où on lui lave les cheveux, le shampoing pique, il dit « Ah, ça pique !» Et là, vous sentez que la salle rit de soulagement parce qu'enfin, il réagit comme un enfant devrait réagir, alors que pendant tout le film, il est sombre. Mais c'est pas joli, quoi. C'est pas mignon. C'est pas ce qu'on montre d'habitude. C'est très difficile de montrer des enfants qui sont pas beaux. Il y a un film en animation récemment qui a réussi ça. C'est Ma famille afghane. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Dans Ma famille afghane, il y a un enfant qui est récupéré par une famille parce que sa propre famille ne peut pas le nourrir. Il n'a pas assez d'argent. Et il est atteint de progéria. Moi, j'ai adoré le jour où le producteur nous a dit « Oui, mais c'est évident, de toute façon, il est atteint de progéria. » Je dis « Attendez, moi, j'ai juste vu un gosse qui avait la tronche complètement décavée, quoi. » Et il me dit « Non, non. » Je dis « Oui, mais rien dans le film ne le dit. » Donc, moi, je vous disais de la progéria. Donc, en fait, il est pas beau. Il est déplaisant à regarder. Mais cet enfant, c'est un vrai héros de cinéma. On s'identifie à lui. Il y a un moment donné où, comme le film est malheureusement sorti des écrans et que vous n'allez pas le voir, c'est très dommage parce que c'est un beau film, il est accompagné par sa nouvelle mère, qui est une journaliste tchèque qui a épousé un Afghan et qui va fuir parce que les talibans sont en train... C'est au moment où les talibans n'étaient plus au pouvoir. Elle va fuir parce que les talibans vont revenir. Ils sont à l'aéroport et à l'aéroport, l'enfant dit « Non, je reste ici ». Et c'est un vrai héros, quoi. C'est un héros. Il est afghan, il n'a pas envie de partir. Il reste. Il sait que ça va être horrible parce qu'il est très mûr, mais il reste. Et là, vous êtes beau, pas beau, c'est pas le problème, hein. Vous êtes complètement dans l'identification et dans l'admiration de cet enfant qui agit comme un adulte, comme quelqu'un qui va prendre les armes en Ukraine, quoi. Donc, oui, c'est très rare de montrer des enfants qui ne sont pas beaux, si on y réfléchit.
Mais si, dites-le. Oui, absolument, le tambour, tout à fait. Tout à fait. Mais il n'est pas tout à fait normal non plus. C'est rare. On a besoin qu'il soit joli, mignon. Et alors, je ne vous dis rien sur les mots d'enfant. Autant je suis intarissable sur les mots d'enfant de nos petits-fils. Il ne faut pas me lancer parce que j'ai jusqu'à demain. Autant j'estime que dans un film, le mot d'enfant, ça doit être vraiment contrôlé. Parce que fastoche, quoi. C'est facile. C'est facile de faire dire des choses d'adultes aux enfants. On se débarrasse du problème. Et pendant ce temps-là, on ne les écoute pas. Sauf le cas magnifique où un mot d'enfant qui n'est pas un mot d'enfant devient un titre de film. Tu as le film de Gerbrand, qui est comme ça, Oui. Mais il y a aussi le film de Nam Golding. Oui. Je me rappelle, évidemment, c'est tellement beau que je l'oublie. Le dernier film, là, qui est... De la beauté et le sang. Et le prix du sang, ou le poids non. du sang. Le prix du sang. Et toute la beauté, le sang versé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est magnifique. Enfin, c'est sa sœur qui s'est suicidée. Oui, mais c'est une jeune fille. Oui. C'est une jeune fille. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Non, mais on ne va pas se priver de quand ils disent des belles choses. Mais c'est bien aussi de ne pas les faire parler de manière maniérée. Je veux dire, le nombre de films d'animation qui sont flingués parce que les voix d'enfants sont... Mais jamais un enfant parlerait comme ça. Parce qu'ils sont empoulés. Ils parlent comme ils pensent que les adultes voudraient qu'ils parlent. Et du coup, c'est quelque chose qui est totalement artificiel. C'est la force de récréation. Dans récréation, ils parlent normalement. Tu as raison de dire qu'on ne peut pas deviner que ce n'est pas synchronisé. Mais oui, on traite mal les enfants au cinéma en général. C'est pour ça que ça vaut la peine de mettre en valeur ceux qui sont intéressants, ceux qui sont complexes, ceux qui sont compliqués, ceux qui sont une part d'obscurité. Il y a eu un très beau film récemment. Moi, il y a 2 films que j'aurais... Il y a un moment, il faut rendre le manuscrit. Hein, c'est comme ça. Et c'est vrai, j'en ai rajouté un, mais 3 semaines avant. C'est 2 films que j'ai vus depuis. Un, je vous en ai parlé, c'est d'Alva. Et l'autre, c'est Nos soleils de Carla Simone Pippo, qui avait fait un été 93 et qui a eu l'ours à Berlin, sur une famille de catalanes, voilà, qui s'occupe d'un verger, ces agriculteurs, et ils vont être expulsés, expropriés, parce qu'il va y avoir un champ de panneaux solaires qui va être mis à la place. Et il y a très peu de gens aujourd'hui, il y a Coréeda, mais il n'y en a pas beaucoup plus, il doit y en avoir 2 ou 3 qui m'échappent, qui filment les enfants comme ça. Elle filme les gosses dans une voiture, en train de s'amuser, mais c'est là, vous avez de l'identification. Parce que moi, je me revois en train de jouer, mais il y a tant de dizaines d'années avant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort dans la façon de voir les enfants. C'est pas du tout, elle n'essaie pas de les faire entrer dans... Un été 73. Ah non, attends, non, Chili 73. Tout à fait. Ah ben voilà. Mais ça, c'est un film récent, on est bien d'accord. Ça fait partie, ces 3 films-là, il y en a quelques autres, hein, ça fait partie de ce mouvement qui me semble voir où on commence à mieux filmer les enfants. On commence à les filmer comme ils sont. Et c'est un gain. Ah, bonjour. Mais bien sûr, parce qu'en plus, non seulement ils sont marrants comme tout, mais ils pètent. Bah, si vous voulez vous imaginer, Charlotte Temple péter. Non, hein, non. C'est l'antithèse totale. C'est l'antithèse. Et d'ailleurs, je m'en sers comme ça, en disant le corps, c'est quelque chose qui est soigneusement maîtrisé, l'organique. Hein, voilà, ces enfants, ils ne font pas pipi, ils ne font pas caca et ils ne pètent pas. Mais dans Bonjour, oui.
Et font ça bien en plus. Vous savez, c'est ces 2 enfants qui font grève parce que les parents ne veulent pas acheter la télé et qui font grève de la parole. J'ai failli le montrer à nos petits-enfants, puis je me suis dit que ça allait. J'ai pas fait. Je me suis dit, on ne sait jamais. Ils sont un peu petits encore, mais moi, j'ai montré aux autres qui ont 10 ans. À 10 ans, oui. À 10 ans, oui. Quand un enfant est devant une caméra, c'est un comédien. Ça, c'est clair. Alors, je vous conseille, il y a un très, très beau documentaire. Vous devez pouvoir trouver ça dans les médiathèques sur Ponette. Ponette de Jacques de Doyon. Et sur la petite Victoire Tivissol qui a joué Ponette. Et elle est une comédienne. Elle a eu un prix. Où est-ce que c'était ? À Venise, je crois. C'est à Venise, qui avait ulcéré la profession des comédiens. Comment ça, une petite fille qui rafle le prix de la meilleure interprétation ? Mais oui, elle le méritait. Et quand vous voyez le documentaire, vous voyez que Doyon lui dit « Non, ça, tu fais pas ça comme ça. » Alors, il ne parle pas comme il parlera à Catherine Deneuve. Il parle comme un enfant, mais il ne lui parle pas de manière condescendante ni paternaliste. Il lui demande des choses qu'en tant que réalisateur, il veut lui demander. Et elle fait et elle refait jusqu'à faire. C'est une comédienne. Et effectivement, c'est une question qui se pose parfois, mais moi, je la trouve assez simple, en fait. À partir du moment où vous demandez à quelqu'un de faire et de refaire quelque chose devant une caméra, vous le traitez comme un comédien, quel que soit l'âge. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça ? Tu cites dans le livre, moi je ne connaissais pas l'anecdote, Chaplin par rapport à Jackie Coogan, c'est ça le nom de l'acteur dans Le Kid, quand il veut le faire exprimer le désespoir, il lui dit que son vrai père à l'acteur l'a abandonné. Ça m'a rappelé une autre situation dans Le voleur de bicyclette, quand le gamin pleure. Desica avait mis des cigarettes pas vraiment éteintes dans ses poches. Donc ça serait difficile de le faire aujourd'hui, mais avec un adulte, c'est compliqué, même si Godard a beaucoup brûlé au briquet l'acteur Michel Subor dans Le Petit Soldat. Mais c'est vrai que cette anecdote du Kid, elle est un peu effrayante. Oui, mais tout comme Pasolini qui dit à sa propre mère, au moment où elle joue la mère du Christ et qu'elle va monter pour la Passion sur le Golgotha, il lui dit « Souviens-toi de Miguel, son fils qui était mort. » Et c'est pareil. Je veux dire, moi, c'est crade. Pardon, moi, excusez-moi, mais je me suis occupée d'étudiants en cinéma et j'ai toujours été extrêmement ferme là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes réalisateur que vous êtes en train de travailler, non pas sur les acteurs, comme disaient les élèves de la FEMIS quand je suis arrivée. J'aurais dit, vous ne travaillez pas sur les acteurs, ce n'est pas de l'argile. Vous travaillez avec les acteurs. Mais on ne peut pas se permettre n'importe quoi au prétexte d'un film. Ce n'est pas vrai. Alors, il y a des gens qui le font, bien sûr. Bien sûr. Et pour moi, ce n'est pas bien. Je vais pas cautionner ça. Non. Non. Brûler, non. Blesser, non. En revanche, dire à quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas un souvenir douloureux qui pourrait te servir à faire venir tes larmes ? Ça oui, c'est une technique. C'est effectivement. Mais non, il n'y a aucune raison de maltraiter les gens. Mais ça va, quoi. Le cinéma, c'est jamais que du cinéma. Vous n'imaginez pas ce que les étudiants sont capables d'imaginer pour un film. Pour que le film soit meilleur. Vous n'imaginez pas. Ils ont ce film-là à faire et peut-être que c'est le seul de leur vie. Et donc, voilà. Et donc, bon, ils ne vont pas vous dire ce qu'ils font. Enfin, plus les enfants sont petits, plus il vaut mieux leur faire jouer leur personnage. Parce que si on compte les faire coller en scénario, on a de gros mécomptes. Ils n'ont pas la plasticité, même non, des... C'est normal. C'est normal, il faut de la distance. Il faut sortir de soi. C'est un exploit. Et quand on voit les rushs, elle fait des choses que Doyon lui demande, mais il y a des choses qu'elle ne veut absolument pas faire et il change le scénario. Oui, bien sûr. Elle a 4 ans. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est la moindre des choses de respecter aussi, quand même. C'est dans le même esprit, respecter les acteurs. Ah, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. C'est une bosseuse, c'est une petite bosseuse, quoi. Elle a vraiment pris ça au sérieux. Et ça confirme ce que disait Claire Simon.
C'est des pros, les enfants. Oui, ceux qui passent le barrage du casting, tu Oui. en parles à propos de Bergman. Je ne sais pas où tu es allé chercher ce renseignement. L'acteur de Fanny et Alexandre, celui qui joue Alexandre, la façon dont Bergman le recrute, c'est parce que le gamin fait une réflexion, il se dit celui-là, je le chope. Alors, je ne me souviens pas la réflexion. Ah voilà, exactement. c'est typique. C'est typique. Il raconte que on lui avait demandé de faire une farce et il s'était mis derrière une porte et il avait hurlé. Son grand-père avait eu très très peur et il est mort probablement peu après. Et Bergman a trouvé ça formidable. Oui, c'est Bergman qui recrute les enfants en leur demandant, raconte une farce. Il me semble que c'est ça que tu racontes. Oui, c'est ça. Mais c'est le côté Bergman se dit, ce gamin qui est capable de me raconter quelque chose où il a mis son grand-père en danger, ça, c'est un acteur, je le veux. C'est difficile, les réalisateurs, hein, je ne vous cache pas. Bon, on pourrait continuer longtemps, mais tu as eu une arrivée difficile de Paris. Non, non, S'il y a une dernière question, oui. 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 Ah bah ça, c'est quand je vous dis... je traite très peu, pour la bonne raison. J'ai commencé à écrire sur les trans dans le bouquin 6 mois avant de le rendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, on a un peu parlé de ça, sans que ce soit trans, au travers du film de Céline Sciamma, Tomboy, qui a fait un scandale. Alors là, dans l'éducation nationale, il a fallu appeler le cabinet du ministre pour que ça redescende et qu'on dise aux principaux et aux directeurs d'école, laissez les professeurs des écoles qui veulent montrer ce film, laissez-les aller voir le film en salle pour décider de s'ils veulent voir le film ou pas, parce qu'il était question d'interdire que les profs voient ça. Donc ça ferait un vrai scandale. Puis après, on n'en a plus parlé. Et en fait, moi, ce qui m'a donné envie d'écrire, je me suis dit quand même, il y a quelques films dans lesquels ça arrive, ils sont un peu plus âgés. C'est pas tout à fait des enfants, mais il y a un film qui m'a marqué, c'est Petite, de Sébastien Lifshitz, qui est un documentaire. Et je relisais ça, il a eu quand même 5,7% de part de marché le soir où il est passé sur Arte. C'est énorme. C'est énorme pour un documentaire en prime time. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit ce qu'on appelle la dysphorie, c'est-à-dire le sentiment tout à fait intime et très violent qu'on n'est pas dans le sexe qui devrait être le vôtre. Donc, ce petit garçon, il se vit comme une petite fille. Donc, j'en ai rendu compte parce que le documentaire est remarquable, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'une petite pointe tout à fait à la fin en disant effectivement, mais c'est court mon passage sur trans parce qu'il n'y a pas tellement à dire, en disant oui, ça n'empêche pas que Sacha, qui veut donc être une fille, ne rêve que de danse classique et de chaussons roses. Donc les pires des stéréotypes des filles. Girly, quoi. Mais donc les stéréotypes ne résistent pas à même la transgression est un stéréotype. En fait, ce qui est vraiment intéressant sur les trans, c'est autre chose. C'est les séries. Dans les séries, la question de la transsexualité est traitée depuis presque 20 ans. Transparent, qui est une série sur un homme de 60 ans qui décide, c'est un enfant, qui décide de changer de sexe, enfin, s'habiller en femme, de vivre en femme, etc. Ça a presque 20 ans. Et c'est traité de manière extrêmement réaliste. C'est un père de famille, il prend sa retraite, et ben, il décide que ça suffit, il a donné, et ben, maintenant il veut vivre comme elle veut, et il vit en femme. Et il y a dans les séries qui sont Sex Education, que je vous recommande, qui est remarquable, formidable série, Euphoria, des séries à destination des adolescents, on traite la question de la transsexualité frontalement et beaucoup plus qu'au cinéma. Beaucoup plus qu'au cinéma. Là, c'est un autre sujet. Les séries, sur le plan sociétal, sont plus en avance que le cinéma. Désolée de terminer sur une provocation, mais c'est vrai. Merci Carole. Merci à vous.
Il s'agissait de Carole Desbarat à la librairie Ombre Blanche, mercredi 12 avril 2023, autour de la parution de son livre Enfance de cinéma chez Warm Éditions, lors d'une rencontre organisée en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.